pays d'environ 80 millions d'habitants, la République de Turquie est depuis bientôt un mois au centre des commentaires sur le plan international. Et pour cause, le coup d'État manqué le 15 juillet dernier à Ankara, bien sûr. Le diplomate Club des Nations est un espace de décryptage de l'actualité internationale revient ce soir sur les causes réelles de cet événement. Et pour en parler, je reçois toujours ici à Pefako Hotel Maya Maya notre partenaire, M. Can Incesu. Il est l'ambassadeur de Turquie au Congo. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, M. Liwata. Je pense que je n'ai pas écorché votre nom, M. Can Incesu. Non, c'était parfait. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Monsieur l'ambassadeur, je disais tantôt que votre pays fait depuis environ un mois l'objet des commentaires à travers le monde. Nous savons les causes de cela, c'est le coup d'État manqué le 15 juillet dernier. Est-ce que ici, vous pouvez revenir sur les causes réelles de ce qui s'est passé dans votre pays? Oui, M. Liwata, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une tentative de coup d'État. Il s'agit d'une tentative de coup d'État manquée, organisée par un petit groupe clandestin au sein des forces armées, qui est proche de l'organisation terroriste de Fethullah Gülen. Donc, c'est un petit groupe qui a agi au sein de l'armée et au sein aussi de certaines autres institutions, et notamment donc dans l'armée de l'air, la gendarmerie, et est allé jusqu'à lancer les chars contre les populations qui s'élevaient à ce moment-là contre la tentative de coup d'État. Il y a eu des morts? Il y a eu 240 morts et près de 1500 blessés. Donc c'est une tentative très violente, donc heureusement qu'elle a été contrecarrée par la volonté du peuple. C'est le peuple lui-même qui s'est posé devant les chars d'assaut et qui a résisté. Et donc même au moment où les avions de chasse de notre propre aviation militaire bombardaient le Parlement, le palais présidentiel. Il y a eu un groupe de commandos qui a été dépêché pour tenter d'assassiner le président de la République dans l'hôtel où il passait quelques jours de congé. Et heureusement qu'il était déjà parti. Donc il y a eu vraiment une action coordonnée, mais malheureusement pour eux ratée, qui avait bel et bien pour but de renverser le président de la République, le régime constitutionnel, le gouvernement élu. Vous avez parlé de Fethullah Gülen. Où habite-t-il, le chef putschiste? Il est en Turquie ou à l'étranger? Donc, je dois un peu développer cela. Donc, M. Fethullah Gülen est un prédicateur religieux qui habite depuis 1999 en Pennsylvanie, aux États-Unis. Donc, apparemment, il y est allé pour des raisons de santé. Mais bon, il y avait le contexte politique qui était aussi un peu peut-être défavorable à lui à cette époque-là. Et depuis 1999, il ne revient pas en Turquie. Et donc, les fondements de son organisation vont beaucoup plus loin. Et à partir des années 70, donc, c'est quelqu'un qui cherche à utiliser le sentiment religieux de certains citoyens turcs pour fonder une sorte de secte. Vous parlez de sentiments religieux, ça veut dire de quelle religion? L'islam, la religion chrétienne ou le bouddhiste? Au début, il est dans un courant de l'islam sunnite en turc qui s'appelle le Nour, enfin, qui suit un autre prédicateur religieux, Saïd Nursi, mais qui après se distingue très, très largement de celui-ci. Et donc Gülen est arrivé en fait avec le temps à se distinguer même des fondements de l'islam
pour essayer d'avoir une base un peu plus, enfin beaucoup plus large, essayer d'atteindre à la fois les chrétiens et les juifs. Donc il a fait évoluer sa croyance religieuse avec le temps, mais d'un autre côté, il a aussi essayé de donner une image d'islam modéré à son mouvement, mais ce n'est pas vrai en fait. Il s'agit d'un sentiment religieux très radical et de toute façon, quelle que soit son orientation, l'orientation qu'il essaie de donner à son mouvement religieux, il s'agit avant tout de la recherche d'un gouvernement par la religion, et pas seulement en Turquie, de par le monde. Donc c'est aussi son caractère très essentiel. Gülen est organisé aujourd'hui dans 60 ou 170 pays dans le monde. Et donc la façon dont il travaille, c'est dès le début. Donc dès le début des années 70, il s'est beaucoup intéressé à l'éducation des jeunes, dès le plus jeune âge, enfin peut-être à partir du collège, mais après il est allé les chercher un peu plus, même moins âgés. Et à partir de cet âge-là, il endoctrine les jeunes, d'abord par des cours coraniques, après avec des lycées, des écoles de préparation aux universités et aux écoles de police et de l'armée. Donc à partir des années 70-80, déjà, il y a des jeunes qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, qui ont suivi une endoctrination préparatoire de Gülen et qui restent sous sa commande, même si à l'extérieur, ce sont des personnes qui sont formées dans le cadre de l'armée, qui acceptent les valeurs de la République, les valeurs de la laïcité. Et ces cadres sont venus à partir des années 70-80 et ont progressé, bien sûr, beaucoup, ils ont pris du grade. Certains ont pu être éliminés au cours des années, mais malheureusement, le mouvement a pu prendre de l'ampleur. Il a profité de certains développements politiques en Turquie. Et il a très bien joué ses cartes, en fait, parce qu'entre-temps, la Turquie, donc en 80, nous avons eu un coup d'État militaire. Et à ce moment-là, Gülen a fait semblant d'être avec le coup d'État qui était théoriquement donc là pour préserver la Constitution, pour préserver la structure laïque. Donc il a essayé de profiter il a profité de certains développements, il a profité aussi des développements politiques externes, donc notamment la fin du bloc soviétique pour se développer en Asie centrale, dans les ex-républiques soviétiques, aussi dans les Balkans après. Et comme il avait une structure très organisée, il avait des personnes qui le suivaient, et donc qui avaient suivi ses enseignements dès les années 70, mais enfin, des années 80 et au début des années 90 aussi. Donc il avait déjà beaucoup de personnes qui avaient suivi ses enseignements et aussi beaucoup de personnes qui étaient là pour l'aider financièrement, donc des hommes d'affaires qui étaient prêts, qui croyaient en lui, qui pensaient que c'était quelqu'un qui était là pour aider à l'islam à se répandre, donc des gens peut-être qui s'étaient fait prendre au piège et qui lui donnaient de l'argent pour ses œuvres donc, et qui jugeaient être positives. Et donc beaucoup avaient l'air d'être des œuvres très positives. Donc il a ouvert beaucoup d'écoles de par le monde. Et donc dans ces 160 pays dont je viens de parler, il y a des écoles Gülen. Et donc grâce à ces écoles, il a pu s'établir dans beaucoup de pays et il a eu des influences qui ont dépassé le cadre des écoles. Donc les écoles, bien sûr, les élèves vont dans les écoles
Et leurs parents sont souvent des personnes qui sont assez importantes dans ces pays. Et après, les élèves, à partir d'un moment, ils grandissent et ils arrivent à des postes importants. Donc nous savons qu'il y a des pays où il y a déjà des gens qui sont formés par des écoles Gulen et qui sont dans l'administration, dans la haute administration. Voilà. On peut dire que quand ils sont à l'école, ces élèves aussi subissent l'endoctrinement. Oui, oui, tout à fait. Bien sûr, il faut quand même faire la différence entre les élèves qui sont déjà musulmans, qui peuvent subir la doctrine plus facilement. Il y a beaucoup d'élèves chrétiens aussi. Donc là, c'est plutôt une sympathie politique envers le mouvement. Donc, c'est certain qu'il a une très grande sphère d'influence de par le monde. Donc, ça a commencé par l'Asie centrale, par les Balkans. Maintenant, il y a aussi l'Afrique, il y a aussi l'Amérique latine, il y a l'Asie. On peut dire que c'est un mouvement terroriste très bien préparé, très bien cerné, qui avance petit à petit. Oui, c'est très bien dit. Leur but, c'est de se cacher le plus possible et donc ne pas montrer le vrai visage de l'organisation. Et peut-être même une grande partie des militants ne sont pas au courant des buts finaux de Gulen, mais ils sont prêts à faire tout ce qu'il dit. Donc c'est un peu cette personne, c'est un peu une sorte de messie, enfin quelqu'un qui se considère même plus important que les prophètes. Vous savez, dans la religion islamique, comme c'est la dernière grande religion monothéiste, l'islam donne une grande importance à tous les prophètes. Donc, les musulmans considèrent Jésus comme un prophète au même rang que Mohammed et également Moïse. Donc, lui, il se considère comme quelqu'un qui est plus important que ces prophètes et donc il se pense comme quelqu'un qui va donner l'ordre à l'univers. Donc il est l'imam de l'univers. Donc des dizaines de milliers de personnes croient en lui, sont prêts à suivre ses ordres. Et parmi ceux-ci, il y en a un groupe qu'on a vu qui est vraiment sans scrupules et qui est prêt à tirer sur la population turque. Monsieur l'ambassadeur, vous reconnaissez la responsabilité de ce qui s'est passé le 15 juillet dernier dans votre pays, à Fethullah Gülen. Est-ce qu'il y a des preuves pouvant justifier vos allégations, monsieur l'ambassadeur? Sauf certains peut-être au sein du mouvement Gülen qui sont encore incrédules, qui n'ont pas participé peut-être directement à cette tentative, peut-être. Je dis, la population turque est convaincue dans son entièreté, donc toutes opinions confondues, toute croyance confondue, est convaincue que c'est là le coupable. En tout cas, c'est cette organisation qui a mené la tentative de coup d'État. Il y a un faisceau d'indices assez important, rien que, donc bien sûr, après la tentative de coup d'État, il y a eu des arrestations, des personnes qui ont été en garde à vue. Parmi ceux qui sont rendus publics, par exemple, le chef d'état-major des armées, donc le numéro 1 de l'armée en Turquie, c'est une personnalité très importante et qui est le commandant en chef de l'armée. Ce n'est pas le ministre de la Défense, mais c'est lui en Turquie. Et il a été retenu en otage par les organisateurs du coup. Et les organisateurs lui ont dit donc viens avec nous, fais partie de notre complot, et si tu veux, on te met en contact téléphonique avec Gülen. Donc, on lui a proposé directement de parler avec Gülen. Et lui, il n'était évidemment pas dans le coup, il n'était pas parmi les organisateurs. Ça, c'est un des indices. Après, il y a l'aide du camp, le chef d'état-major, qui, lui, faisait partie du complot.
Donc lui faisait partie du complot et lui, il a tout raconté, il a tout avoué, il a dit qu'il faisait partie du mouvement Gulen, donc qu'il prenait ses ordres du mouvement Gulen. Il y a d'autres personnes, d'autres militaires qui ne faisaient pas directement partie du complot, mais que le complot destinait à des positions importantes une fois le coup d'État réussi. Donc ils avaient eu des relations avec le mouvement Gulen précédemment. Après, ils se sont aperçus, après coup, que le mouvement leur destinait une certaine position, donc selon leur grade au sein de l'organisation. Il y a eu des civils qui sont, donc on connaît le lien avec l'organisation. Donc dans chaque organisme de l'État, il y a quelqu'un qui s'appelle l'imam, qui est en charge d'organiser les actions des gulenistes au sein de l'organisation. Par exemple, au sein d'un ministère, il y a un imam donc, qui prend ses ordres de Gulen et de ses proches. Et donc, il y a quelqu'un qui est connu comme un imam important, qui était dans une des bases, qui est civile, qui n'est pas militaire, qui n'a rien à y faire, qu'on a retrouvé dans une des bases militaires. Donc, qui était en train de préparer, enfin, qui avait mené